Franck Albert, cardiologue interventionnel à Chartres, président donc du Collège national des cardiologues hospitaliers, du CNCH, et je suis très ému d'ouvrir le premier webinaire de notre collège. Et je remercie toute l'équipe donc de social media du CNCH, en particulier Walid Amara et Alexandru Michi. Nous vivons tous actuellement une crise sanitaire majeure, sans précédent, et le collège souhaite communiquer sur le Covid-19, partager aujourd'hui nos expériences, toutes les astuces et trucs, tips and tricks, comme disent les anglo-saxons, sur des retours d'expérience des collègues hospitaliers qui sont nombreux actuellement à être touchés par cette crise. Les urgentistes sont en première ligne et bien sûr les cardiologues. Ce premier webinaire sera axé sur les organisations et le vécu des uns et des autres. J'ai la chance d'avoir ce jour donc mon ami Éric Revu, qui est chef de service des urgences du CHU de Lariboisière à Paris, qui est un des plus gros ou le plus gros service d'accueil des urgences parisiens. Paris est fortement touché actuellement, comme vous le savez, et après l'Alsace. Et mon ami donc Walid Amara, qui sera notre modérateur, que vous connaissez tous, rythmologue interventionnel à Montfermeil, dans le 93, qui est aussi un département très touché, et qui est notre délégué régional du CNCH en Île-de-France. C'est vrai que qui aurait imaginé parmi nous un tel scénario de crise sanitaire exceptionnel, sans précédent, apparu, comme vous le savez, en Chine, dans la région de Wuhan, en décembre, puis qui s'est décliné dans le monde avec la Corée, en Europe avec les Italiens qui ont été les premiers à être touchés, en France maintenant depuis plus de 3 semaines, avec un début en Alsace suite à un cluster en fait, d'évangélistes à Mulhouse, et maintenant donc à Paris et une déclinaison de l'Est, de nord au sud, puis progressivement vers l'Ouest. Je vous invite d'ailleurs à regarder quelques vidéos saisissantes et des témoignages de nos collègues urgentistes et cardiologues alsaciens. Et je crois que c'est important donc de partager ces retours d'expérience, d'échanger. Vous pouvez poser des questions en ligne, répondre éventuellement à des QCM qui vont être faits. Notre objectif est donc d'informer, d'anticiper au mieux ces organisations hospitalières et les circuits dédiés notamment pour essayer d'avoir un coup d'avance pour les collègues qui vont être touchés par la crise et gérer au mieux les afflux de patients. J'ai une pensée aussi très solidaire et affectueuse pour tous nos soignants, avec une énorme solidarité actuellement nationale de tous nos paramédicaux et nos médecins qui sont en première ligne, dont un certain nombre sont malades suite à leur engagement dans cette crise pour lutter contre le Covid, qui sont encore au cœur de l'action. Et on peut effectivement souligner cette belle solidarité nationale, qu'elle soit publique ou privée, et européenne, quand on voit actuellement certains pays comme l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, qui prennent des patients de nos réanimations pour essayer de désengorger les réanimations actuellement saturées. Pour planter le décor, on est à ce jour à 7000 morts en France, plus de 40 000 décès en Europe, un plan blanc instauré au niveau national depuis le 17 mars, ce qui veut dire que toutes les activités programmées, consultations, blocs opératoires sont supprimées, et un confinement pour tous les Français. Donc, je vais laisser la parole maintenant donc au docteur Walid Amara, qui en tant que modérateur, pour introduire un petit peu le programme et le prochain orateur. Bonjour Walid. Bonjour, bonjour Franck, bonjour à tous. Tu as très très bien résumé le principe de cette webconférence. Alors avec cet outil, vous avez la possibilité, bien entendu, de poser des questions. Et donc, suivant si vous êtes, bien sûr, la conférence fonctionne à la fois sur votre mobile ou sur un ordinateur, mais vous pouvez, en bas, vous avez sur l'ordinateur la case converser sur laquelle vous pouvez cliquer. Et à ce moment-là, un onglet sur la droite apparaîtra où vous pourrez poser vos questions au format texte. Et au cours de cette réunion, on verra apparaître vos questions et ainsi pouvoir les transmettre aux orateurs pour qu'on puisse interagir. Cette réunion se passera en différentes parties. Franck a introduit Éric Revu, qui est le chef de service des urgences du CHU Paris-Lariboisière et qui est également au comité scientifique de la Société française de médecine d'urgence et qui a une bonne expérience déjà de cette prise en charge en urgence et qui va présenter environ sur une dizaine de minutes l'expérience de Lariboisière et avec une perspective nationale et internationale.
Il y aura des questions qui suivront et ensuite Franck présentera la mise en place d'une unité Covid non grave dans son hôpital. Et finalement, c'est la situation auquel je pense que vous tous ou nous tous, nous sommes confrontés à mettre en place ces unités Covid et avec les astuces finalement pour les mises en place et pour les gérer. Et puis, bien entendu, là aussi, vous aurez un QCM et on aura également une partie discussion. N'hésitez pas donc au fur et à mesure d'envoyer vos questions. Ce séminaire, par ailleurs, est enregistré et sera ensuite disponible pour les personnes qui n'ont pas pu y assister sur Internet. Donc, pour moi, c'est un plaisir donc, de passer donc, la parole à Éric Revu qui va nous parler de retour d'expérience Covid-19 en Île-de-France. Merci Walid. Merci Franck pour cette introduction. C'est un grand plaisir de participer à ce premier webinaire du CNCH. Donc, merci encore de cette invitation. On va effectivement parler d'un événement qui est unique, on est tous à peu près avec les mêmes tranches d'âge et de nos études de médecine. Quand on a commencé, on n'avait jamais imaginé un jour être au cœur d'une épidémie. Pour de mémoire de nos collègues qui sont actuellement en activité, on n'a jamais été confronté avec une épidémie mondiale de telle ampleur. Et en tant qu'urgentiste, comme vous vous souvenez, on a vécu des attentats, mais les attentats, ça a été quelque chose qui s'est produit sur 24, 48 heures ou même plusieurs jours. On n'a jamais été confronté à une épidémie qui va durer plusieurs semaines. Et l'avantage aussi des réseaux sociaux et des travails qu'on a avec nos collègues, c'est qu'on peut bénéficier de l'expérience qui a été faite dans d'autres pays. Comme l'a très bien introduit Franck Albert, les premiers problèmes qui sont arrivés en Allemagne et en Chine, nous, on a beaucoup écouté sur cette expérience, ce retour d'expérience qui venait, notamment des collègues italiens, puisque les Italiens ont à peu près le même système que nous. Et on est actuellement au cœur de l'épidémie et il faut savoir qu'on a environ une semaine de décalage avec ce qui se passe en Italie. Donc, on regarde vraiment de manière très, très proche ce qui se passe, notamment en termes de courbes d'activité, en termes de cours de fréquentation des urgences, et puis surtout qu'ils ont un système très proche du nôtre. Et je dois dire que ce n'était pas rassurant du tout. Quand on a commencé il y a un mois à travailler à ce problème, les premiers événements sont produits à Strasbourg et à Mulhouse. Et pour être tout à fait honnête, ça nous a fait peur car les collègues strasbourgeois et mulhousiens nous ont donné une vision absolument catastrophique, chaotique de leur service d'urgence qui était saturé avec des décisions qui ont été très, très difficiles à prendre. Donc, cette vague est apparue en Île-de-France de la même manière. Donc, l'idée, c'est un petit peu de partager ce qui s'est passé. Donc, je vais un petit peu faire une petite présentation de ce qui s'est fait au niveau des services d'urgence, notamment à la Riboisière, en termes de partage d'expérience. Donc, comme l'a dit Franck Albert, nous avons une activité à la Riboisière qui est environ de 250 à 300 patients par an. Et globalement, ce volume-là, il faut imaginer qu'on a eu ce volume de patients qui s'est présenté avec, de manière quotidienne depuis un mois. Donc, qui a mis en place une organisation qui a été importante. Quand on regarde le retour qui venait de nos collègues italiens, notamment de Bergame, les tableaux étaient surtout pour les premiers patients qui se sont présentés aux urgences avec des tableaux plutôt d'infection des voies aériennes supérieures, des tableaux de dyspnée, de rhinorrhée, de pharyngite, puis après de détresse respiratoire. Et ce qui est la deuxième chose qu'on a vécu de la même manière, c'est que jour après jour, ce flot de patients se présentait aux urgences avec des patients qui nécessitaient une hospitalisation. Cette organisation a fait qu'au bout d'un moment, les services d'urgence italiens, et on a fait à peu près pareil en France, ont distingué deux secteurs, un secteur propre qu'on dit Covid négatif et un secteur sale, Covid positif. Ça, c'était en même temps le début de l'organisation qui s'est fait. Les premiers patients étaient globalement, et on a regardé les données chinoises, les données italiennes, on avait des patients jeunes. Quand je dis jeunes, c'était en général 65 ans, mais on avait plus jeunes, effectivement, 50 ans, et majoritairement d'hommes qui se présentaient avec ces tableaux-là. Pas beaucoup d'antécédents, pas forcément de comorbidité, et les premiers cas qu'on avait sur les retours d'Italie étaient surtout dramatiques, puisque au bout d'un moment, les services d'urgence étant saturés, les Italiens nous disaient
que la grosse difficulté, quand ils avaient cette saturation, c'est qu'ils avaient dû choisir, et c'est horrible de faire ce choix-là, entre un patient de 40 ans qu'il fallait intuber et un patient de 60 ans qu'il fallait intuber parce qu'ils avaient un seul respirateur. Donc, pour être tout à fait honnête, cette situation était dramatique parce que ça nous faisait peur. Quand on voyait un petit peu les données qui venaient d'Italie, c'est qu'en gros, sur 100 patients, les premiers patients ne sentaient pas forcément un tableau de dyspnée et que dans 5% des cas, venaient avec des tableaux de syndrome de détresse respiratoire aiguë, pour ce qui correspond un petit peu des patients qu'on prend en charge au déchocage. Puis après, on avait 10 à 20% de patients qui avaient des infections respiratoires modérées et puis 40% qui devenaient oxygénodépendants. Les premiers messages qui étaient donnés, c'était attention, même avec une PCR qui était négative, il fallait surtout rechercher une pneumopathie chez ces patients quand ils se présentaient. Un petit retour d'expérience qui était important à savoir, c'est que, et ça, il faut vraiment le connaître parce que ça arrive, et c'est ce qui se passe chez nous exactement à Lariboisière, mais surtout en Île-de-France, 10% de votre staff médical est de la même manière concerné par le covirus et donc va se retrouver infecté par le covirus. Et première chose aussi, c'est qu'ils ont mis en place un système qui était de celui de mettre en place une VNI. Et on va rediscuter un petit peu sur cette indication de la VNI parce qu'on n'a pas fait pareil, mais par contre, on a surtout tenu compte de la problématique des Italiens. Et une autre dernière chose, et ça, malheureusement, c'est vrai, ils ont dit faites attention, préparez psychologiquement votre équipe parce que c'est une expérience absolument traumatisante pour tout le monde, pour les médecins, pour les paramèdes, pour les jeunes médecins, les externes, et on verra ça. Je vous ai mis le lien en bas, qui est un lien qui nous a été communiqué par des collègues new-yorkais qui ont tenu compte de ces données qui viennent d'Italie parce qu'aux États-Unis, ils sont exactement dans la même situation. Alors, quand les chiffres qui ont été donnés par Franck, on ne se rend pas compte, mais en gros, je vous rappelle qu'en France, on a 3000 morts par an par accident de voiture. On a déjà dépassé en France ce nombre de morts, donc on a la situation de 7000 morts. C'est terrible parce qu'on n'avait jamais connu ça. C'était l'époque où on avait autant de morts, c'était les accidents de voiture dans les années 70. Donc, on est vraiment sur une catastrophe sanitaire. Ce qu'on a eu comme retour d'expérience à Lariboisière, c'était effectivement de dire on va tenir compte de ça et on va faire du triage. C'est ce qu'on fait principalement dans les services d'urgence. On trie sur des paramètres simples parce qu'on avait anticipé sur ce flot de patients qui vont se présenter aux urgences. La première chose, c'est que ce sont des tableaux respiratoires. La marche en avant est importante. Il faut mettre les patients en position assise, les verticaliser et pour les installer rapidement. Je vous rappelle que le premier réflexe, c'est que les patients étaient suspects de Covid jusqu'à preuve du contraire, donc on leur mettait un masque d'emblée, les personnels étaient déjà protégés et on orientait sur ces flux. Là, je vous ai mis juste l'organisation qui était faite à Lariboisière, mais effectivement, ça peut se mettre à peu près de la même manière. La première chose, c'est qu'on avait mis en place une polyclinique qui d'habitude prend en charge des patients qui sont du ressort de la PASS. Et ben, on a ouvert cette polyclinique en ouverture de 8h à minuit pour leur demander de prendre en charge les patients légers. Et c'est ce qui s'est passé tout à fait au début. Dès qu'on a ouvert la polyclinique, d'emblée, plein de patients venaient pour des signes respiratoires, les fameux signes respiratoires qui étaient sans gravité. Et ça représentait, je vous dis, sur le volume de patients qu'on a à 250 patients par jour, il fallait compter que 50 patients par jour se présentaient sur cette fourchette de 8h à minuit pour des tableaux qui étaient pris en charge. En même temps, vous savez qu'à l'échelon national, la PHP a développé un outil qui s'appelle Covidom, qui permet de suivre des patients qui ont des tableaux respiratoires non graves ou qui ont des tableaux de Covid suspects, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on devait les doser, ces patients. On n'était pas obligé de doser le Covid. On verra un petit peu après si c'est important à faire. Mais ce sont des patients qui ont été traités et suivis en ambulatoire. Quand je dis traités, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas forcément avec un traitement spécifique. On reviendra peut-être sur ce sujet-là, mais ils étaient suivis par la plateforme Covidom. De la même manière, donc on a mis en place dans les services d'urgence des circuits pour orienter les patients. Donc là, c'était l'expérience qu'on a faite à Lariboisière, mais c'est à peu près similaire sur la PHP, des circuits pour des circuits propres et sales. Circuit propre, c'était le Covid négatif et il faut être clair, en quelques semaines, on va dire en moins de 15 jours, on est facilement cassé à 90% de patients qui étaient Covid ou suspicion de Covid. Un deuxième problème qui s'est présenté, c'est les patients qui ont
qui sont âgés. Quand je dis âgés, 80 ans. Et les données qui nous étaient données par les services de réanimation, c'est que malheureusement, les patients âgés avaient une mortalité énorme et donc les chances de sortie à l'issue de la réanimation étaient proches de zéro pour des patients qui avaient Covid+, et qui avaient plus de 80 ans. Ces données-là sont corrélées à peu près sur l'ensemble de l'Île-de-France, mais on voyait que c'est ce qui s'était passé à Strasbourg et à Mulhouse. Donc, malheureusement, il y a des prises en charge de limitation des soins qui ont été mises en place, ce qui n'est pas forcément facile à entendre, notamment au niveau des soignants et au niveau des jeunes médecins. La deuxième chose aussi, c'est que, et ça je le dis en termes de message, à la Riboisière, on a une organisation qui nous a permis de fluidifier les choses, c'est parce qu'on a transféré un maximum de patients vers les cliniques qui ont joué le jeu avec nous. Parce que si on se met simplement dans l'idée qu'un hôpital doit être en capacité de prendre en charge tous les patients Covid, vous allez être saturé. Et c'est ce qui s'est passé à Strasbourg ou à Mulhouse. On a absolument voulu éviter ça. Donc, on a mis en place dès le début un circuit avec les établissements privés beaucoup avaient arrêté leur activité chirurgicale et donc accepté de jouer le jeu pour prendre en charge. Cette espèce de machine de guerre, on va dire, à l'échelon d'une région extrêmement importante, et on voit que les services d'urgence qui n'ont pas malheureusement un gros réseau d'aval pour pouvoir jouer avec les services les cliniques ont été en grosse difficulté. Enfin, vous voyez une petite photo un petit peu, c'est qu'on a mis en place une tente PMA. C'est une tente qu'on utilise d'habitude en plan de médecine de catastrophe. Elles ont été installées dans beaucoup d'hôpitaux de l'Île-de-France, y compris à la Riboisière. Pour l'instant, on ne l'utilise pas. Je dis bien pour l'instant parce que je vous rappelle qu'on n'est pas du tout à la fin de l'épidémie. On est encore dedans et donc on ne sait pas ce qui va se passer. Les indicateurs, même s'ils auraient tendance à dire qu'on est en train de baisser, on a quand même cette anticipation de flux qui pourrait se présenter. Là, je vous donne un schéma, mais il était clair que sur le plan d'organisation du service, voilà, il faut identifier dans votre organisation, que ce soit dans un service d'urgence, mais également dans les services de soins. Donc, c'est pour ça que c'est important à partager. Mettez en place des zones Covid positives et des zones Covid négatives, parce qu'on a mis exactement la même chose dans l'établissement. Donc, l'hôpital s'est doté de zones Covid négatives et Covid positives pour pouvoir être en capacité d'accueillir ces patients-là. Il est très important de souligner que cette collaboration, elle est à l'échelon de l'ensemble de l'établissement. C'est-à-dire que ce n'est pas les urgences qui jouent tout seuls. Là, c'est l'ensemble des services qui ont joué de ce côté-là pour avoir des zones Covid positives, qui sont capables de prendre en charge les patients. Donc, en fait, à la Riboisière, on a ouvert un bâtiment complètement dédié au Covid, et chaque fois, on ouvrait un étage. Et pour vous dire le retour d'expérience de ces 3 dernières semaines, chaque jour et à chaque fin de semaine, on est obligé d'ouvrir un étage supplémentaire avec 10, 20 lits qui étaient gérés par les services de soins, notamment les infectieux ou les internistes. Voilà l'organisation qu'on avait mis en place de tri, comme je vous disais, on faisait un tri à la majorité des patients qui venaient. Les patients qui n'avaient pas de critères de gravité, ils étaient gérés en ambulatoire, donc c'est ce qu'on les renvoyait et ils étaient inclus dans la base Covidom dont je vous ai parlé. Et les patients qui avaient des signes respiratoires ou qui avaient des signes avec des paramètres, on les incluait dans le service des urgences sur des zones typiquement orientées. Alors, un petit retour d'expérience, c'était très drôle parce qu'on a une SAUV, une salle d'accueil des urgences vitales, qui normalement, elle était faite que pour les patients graves et on n'avait pas mis de Covid. Or, le premier patient qui est arrivé avait un tableau de détresse respiratoire et clairement, on a dit il faut qu'on ait une zone Covid identique en SAUV pour pouvoir prendre en charge ces patients-là. Et on parlera probablement de la difficulté d'intuber, de ventiler ces patients-là parce que c'est ce qu'on a eu comme retour, c'est que beaucoup de patients au début, quand je dis beaucoup, c'est-à-dire qu'on a intubé 6-7 fois et en 48 heures, on avait dû intuber 18 patients qui se sont présentés à la Riboisière. Donc, ce tableau respiratoire, on l'a vécu de la même manière, ce qui a fait qu'on n'avait pas été plus malin, on n'avait pas été meilleur ni moins bon, on a eu la même courbe que les Italiens. Donc, c'est pour ça que cette expérience-là nous a beaucoup servi.
De la même manière, la dimension du capacitaire était importante puisqu'on voit que c'est le point crucial, c'est comment on peut adapter l'ensemble de l'hôpital, notamment en termes de lits de réanimation et de capacité de ventiler. Donc voilà la diapo qui vous montre un petit peu. On avait, et on a un excellent, je félicite mon collègue anesthésiste réanimateur qui est avec moi directeur médical du dispositif parce qu'il est allé à la pêche de toutes les lits disponibles qu'on était capable de mettre en place dans les services de réanimation médicale chirurgicale, mais surtout sur la SSPI pour ouvrir des lits. Donc, vous voyez le nombre de lits disponibles en réanimation. Et au fur et à mesure de la vague qui s'est présentée, on ouvrait des nouveaux lits de réanimation et on ouvrait de plus en plus de lits disponibles pour arriver finalement à le capacitaire maximum. Là, c'était 47. On a réussi à ouvrir 51 lits de réanimation pour pouvoir être en capacité d'englober cette activité. Le problème des patients de Covid, c'est qu'une fois que vous mettez un patient en réanimation, eh bien, il va rester au moins une dizaine de jours en réanimation. Donc, ça veut dire que cette saturation-là qu'ont vécu les Italiens, qu'ont vécu Mulhouse, qu'ont vécu Strasbourg, c'est avoir une saturation complète de votre service de réanimation et après, vous ne savez plus quoi faire. Et c'est ce qui s'est passé puisque par effet domino, les patients donc, du coup, vont être forcément dans des unités, notamment des urgences, et vous n'êtes plus en capacité de prendre en charge les patients. Voilà le plan qu'on avait mis en place dès le début, un plan en 3 niveaux. Et pour vous expliquer, le premier niveau, le niveau vert, on avait dit, c'était la routine. On avait libéré des lits du HCD pour pouvoir être capacité. On a 24 lits et on avait dit, on va séparer unité Covid plus unité Covid moins du HCD. C'est-à-dire sur les 24 lits, il y avait une aile qui était complètement dédiée au Covid plus et une aile au Covid moins. La polyclinique avait été complètement délocalisée et j'en profite pour dire faites attention de ne pas mettre et de ne pas livrer ce message, on peut en rediscuter maintenant, de dire qu'il faut faire du dépistage systématique. On avait fait ce choix et d'afficher à l'entrée des urgences et à l'entrée de la polyclinique, nous ne ferons pas de dépistage systématique des patients quand ils viennent. Beaucoup de services, enfin certains services l'ont fait, ils se sont retrouvés dès le départ complètement engorgés avec cette activité-là. On a fait passer ce choix, peut-être qu'on reviendra sur ce point-là plus tard. Le secteur dédié Covid était vraiment important. Et par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conservé et on a maintenu des activités importantes comme l'USIC, l'USINV, la neurochirurgie. On ne voulait pas qu'on pénalise les services. Ça, c'était le premier plan. Par contre, d'emblée, dès les premiers jours, on a arrêté l'activité ambulatoire. Ça, on va dire, c'était la première semaine qu'on a eu la vague. La deuxième semaine, c'était simple, on a vu cette saturation, on a commencé à intuber à tire-larigot les patients. Je vous dis, on n'arrêtait pas d'intuber 6-7 patients par jour et du coup, on a fait annuler toutes les activités médicales. Donc, toutes les activités médicales non urgentes ont été mises en place et on a arrêté les activités chirurgicales. C'est-à-dire qu'en gros, l'hôpital Lariboisière ne prenait plus aucune activité chirurgicale aux urgences et on avait proposé que ces patients soient orientés vers les cliniques pour pouvoir nous voir prendre en charge les patients. On avait gardé l'activité de cancérologie et on a continué à monter en puissance. Et là, actuellement, nous sommes à ce niveau 3. C'est celui auquel nous sommes actuellement. Toutes les ressources médicales sont utilisées dans l'établissement. Quand je dis bien toutes, c'est-à-dire que nos chirurgiens qui ont arrêté leur activité chirurgicale, des PUPH, il faut quand même le noter, jouent le rôle d'infirmiers dans les services de réanimation pour pouvoir venir aider à prendre en charge les patients. On a utilisé les ressources externes. On a des externes qui sont venus comme volontaires, qui font du brancardage, qui font du temps de téléphone, qui prennent des charges des appels, qui recherchent les places dans les cliniques. Et on a utilisé toutes les ressources. Pour vous dire, on a un peu changé notre fusil d'épaule parce qu'on se dit que l'idée, et c'est ce qu'on faisait au début, c'est qu'on intubait tous les patients. Très bien, quand vous avez des places, on peut intuber les patients. Quand vous commencez à avoir de moins en moins de place, c'est poser la question et c'est ce qu'on utilise, le dispositif de Boussignac, de CPAP, pour susseoir un petit peu à l'intubation. C'est une zone qu'on est en train de tester et on est en train de travailler également avec la médecine interne sur des dispositifs de Boussignac pour justement faire que ces patients, quand ils vont quitter l'AREA ou même avant qu'ils entrent dans les services de réanimation, on puisse utiliser ce dispositif. Et enfin, il y a les transferts, comme vous avez vu dans les médias, les transferts interrégionaux, c'est par train, par hélicoptère, par avion
qu'on a transférés vers des zones qui n'étaient pas des régions qui ne sont pas encore saturées en lits de réanimation pour pouvoir le faire. Le temps actuel sur les 2 derniers jours, la tendance est bonne dans la mesure où on a une petite baisse d'activité, mais merci, on ne crie pas victoire parce que cette politique de transfert vers les cliniques et interrégionaux nous permet un petit peu de souffler et il est clair qu'on est encore un petit peu en attente de voir l'évolution. Enfin, heureusement, il faut quand même dire que les patients s'en sortent. Il y a des sorties de réa, elles ne sont pas beaucoup. Il y a des sorties de médecine interne, donc les patients guérissent. Ce qui pose un deuxième retour d'expérience, c'est de pouvoir anticiper peut-être que les patients puissent repartir en HAD avec de l'oxygène à domicile pour pouvoir repartir parce que ils ne peuvent pas forcément être tout à fait prêts à repartir. Donc, on a un dispositif actuellement de test sur des hôtels qui permet que le patient va être non pas rentré chez lui, va être encore en isolement avec de l'oxygène chez lui. Voilà, juste un tout petit message sur la stratégie qu'on utilise pour le diagnostic. Vous ai marqué sur ce petit tableau la recommandation qui est faite. Quand le patient est paucisymptomatique et pas de comorbidité, il n'y a pas d'indication en imagerie, c'est-à-dire pas de radio de thorax. Pas de radio de thorax, ce que faisaient les Italiens. Ce qu'on recommande actuellement pour un patient qui a des signes de gravité ou une aggravation secondaire, c'est de faire un scanner sans injection. Et par contre, si c'est un patient qui s'aggrave nettement et qui est en réanimation, c'est de faire un scanner avec injection parce qu'on a des cas absolument dramatiques d'embolie pulmonaire qui se présentent. Pour les patients suspects de Covid, sans signe de comorbidité, toujours pas d'imagerie et avec des signes de gravité, faire un scanner thoracique sans injection. Enfin, sur les résultats des PCR, actuellement, on a eu un grand débat sur l'utilisation des PCR. Il faut savoir que les PCR peuvent être négatifs. Ce n'est pas pour autant que ça négative le diagnostic et qu'il faut plutôt faire confiance à l'imagerie. Et on a des cas maintenant, des bonnes séries qui sont faites par nos radiologues qui montrent que le scanner est très, très discriminant pour le diagnostic d'un patient avec un Covid, avec des images en verre dépoli qui sont, je vais dire, magnifiques, mais qui sont quasiment pathognomoniques pour faire le diagnostic, parce que la PCR peut peut jouer des tours de ce côté-là. Notamment, je vous ai marqué que vous avez à l'AP-HP, sur les 1000 patients, environ 950 patients qui étaient en réanimation, seulement 11% avec une PCR qui était positive. Donc, on voit bien qu'il faut faire un petit peu attention avec une mortalité globale. Les tips and tricks, comme on disait, il est clair que si vous voulez que ça marche, parce que c'est primordial, et il faut réunir une task force qui doit coordonner, qui met des administratifs, qui met un directeur médical. On est 2 directeurs médicaux dans ce dispositif, et je dois dire que je rends hommage à un anesthésiste réanimateur qui est avec moi, Étienne Gaillard, qui est un anesthésiste réanimateur vraiment chevronné, parce que son boulot, c'est d'aller chercher des lits dans tout l'hôpital et de trouver toutes les solutions possibles. Et on a clairement poussé les murs. Il faut faire des réunions, quand je dis des réunions de crise, on en fait 4 à 5 par jour avec les chefs de service pour pouvoir adapter à chaque fois le dispositif. Parce que clairement, il y a des communications à faire. Et quand je vous dis que ça, c'est vraiment le vrai message. On a en permanence, on doit adapter et c'est très difficile. On doit adapter nos procédures tous les jours. Ça change parce que des fois, vous êtes en panne de masque, en panne de blouse, en panne de respirateur. Il faut communiquer avec les équipes parce que l'air de rien, il y a des transmissions à faire. Dans les étages, on a des équipes dédiées, ce sont des services de soins qui sont faits de maladies infectieuses, mais même nos neurologues gèrent par exemple le secteur Covid négatif. Donc on a dans l'hôpital un secteur Covid négatif et ce sont des rhumatologues, des neurologues, des médecins ou des chirurgiens qui viennent aider pour tourner sur le dispositif. Donc c'est vraiment le cœur du problème pour pouvoir résoudre les choses. Optimiser les ressources, c'est-à-dire qu'on a énormément de temps qu'on doit gagner. C'est là où on a mis des externes pour faire ce temps de téléphone, d'appel des cliniques, de gérer les lits, parce que clairement, aux urgences, on n'a pas le temps de le faire. Le vrai cœur du problème, c'est cette fameuse chasse aux lits. Et donc, à la Lariboisière, on s'en sort vraiment bien, justement parce que jouer avec les transferts vers les cliniques et puis développer des alternatives dans le service d'unité avec une unité dédiée qui ouvre des lits à chaque fois, on arrive à avoir un turnover possible pour pouvoir le faire. La communication avec les équipes, c'est vraiment un point où j'insiste, c'est
primordial parce que vos équipes paramédicales notamment et médicales ont besoin d'infos. Pour être honnête, nous, on avait suggéré d'emblée d'utiliser un groupe WhatsApp et on a plusieurs groupes WhatsApp qui tournent, la task force, le groupe WhatsApp des médecins, le groupe WhatsApp des infirmières, parce que lire les mails, c'est impossible. On a en permanence des nouvelles procédures qui arrivent et on a besoin de communiquer. Et c'est vraiment, en gestion de crise, cette étape de communication est primordiale, notamment parce que vous êtes en train de mettre des nouveaux protocoles qui tombent tous les jours, les indicateurs d'activité et toutes les procédures qui changent quasiment tous les jours. C'est un marathon. Et quand je dis c'est un marathon, on avait anticipé ça, mais c'est un marathon, comme je vous disais, les attentats, ça a duré 24-48 heures, on est capable de tenir. Là, vous devez tenir un mois entier avec des équipes qui vont être au tapis, qui sont épuisées et qui vont être malades. Nous avons, là, j'ai plus de 10% de l'effectif médical et paramédical, puisqu'ils sont exposés, qui sont malades, qu'il faut remplacer. Donc, c'est un vrai problème. Alors, c'est vrai qu'on teste beaucoup à la Riboisière. Du coup, on a un taux énorme de personnel qui est malade et qu'on est obligé de mettre en quarantaine pour ne pas venir travailler. Donc, ça veut dire qu'il faut les remplacer. C'est une expérience qui est unique et traumatisante. Et quand je dis traumatisante, on a essayé de préparer les externes et les équipes infirmières sont des jeunes infirmières parce que les décisions qui sont difficiles à prendre quand vous dites qu'on va arrêter de soigner, on va dire de limiter les soins pour un patient en lui interdisant la réa entre guillemets, c'est horrible de dire ça, c'est ce qu'on avait comme expérience de retour des Chinois et des Italiens, c'est dramatique, donc il y a besoin d'avoir un accompagnement par des équipes de psychologues, des équipes de CUMP qui peuvent aider à prendre en charge ces patients parce que ce sont des expériences extrêmement traumatisantes. Voilà, j'ai fini. Je dois dire qu'on n'a pas encore terminé. On est sur une courbe, on va dire, encore un peu favorable pour l'instant. Mais globalement, on est très, très prudent parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit les limites de notre système. Je veux dire qu'on peut féliciter vraiment que l'ensemble, ça veut dire que pour la PHP, mais pour l'ensemble des hôpitaux en France, c'est qu'avec une collaboration de tous les acteurs de soins, on a eu des tas de volontaires qui sont venus nous aider, on a des volontariats qui viennent des médecins, des kinés, des gens qui veulent aider, nous permet de passer le cap, mais on est vraiment avec des petits moyens des fois. Et quand vous regardez, j'ai pris volontairement cette image presque humoristique, mais à New York, c'est exactement ce qui se passe. Et quand vous regardez l'expérience de nos collègues new-yorkais, ils sont de la même situation que nous, on peut anticiper qu'ils vont avoir un nombre de morts aussi important, voire beaucoup plus important. Donc, merci à vous. Je vais pouvoir arrêter de partager mon diaporama et passer la parole à mon ami Franck. Merci beaucoup. Merci, merci Eric pour cette très belle présentation, très très claire. Il y a bien sûr, il y a une question qui s'affiche pour l'audience, s'il vous plaît. Pourriez-vous répondre à cette question? Quels sont les profils biologiques qui, dans votre pratique, vous semblent être les profils de mauvais pronostic? Et merci de répondre. Est-ce que c'est la CRP? Est-ce que c'est l'hyperleucocytose? Est-ce que c'est la PCT? Est-ce que c'est les dédimères ou est-ce que c'est l'hyperthrombocytose? Donc, vous pouvez cocher sur l'élément qui vous semble le plus adéquat et soumettre la réponse. Ça nous permettra d'avoir des statistiques et de vos réponses et de vous les transmettre. Merci. Donc, j'ai noté, on posera la question un peu plus tard sur les modes de ventilation que vous utilisez, c'est-à-dire qu'effectivement, on posera cette question tout à l'heure. Il y avait également des questions en ligne qui apparaissent sur la gestion en cardiologie ou sur les essais thérapeutiques en cours. Je vous propose qu'on les adresse après la présentation de Franck Albert. Donc, je vais te passer la parole, Franck, dans la continuité de la présentation d'Éric sur la gestion pratique d'une unité Covid, puisque beaucoup de nos collègues sont amenés à les mettre en place ou vont les mettre en place pour les régions les moins touchées. Merci de nous transmettre un peu ton expérience et tes astuces. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Donc, c'est parfait.
Donc, pour enchaîner, merci à Eric de sa présentation. Nous, on va parler de notre expérience, en fait, sous forme de mode d'emploi, comment on a ouvert une unité Covid dans le secteur de médecine et notamment dans le secteur de cardiologie. À Chartres, on avait une aile qui était à un étage différent du service de cardiologie qui correspondait à l'hôpital de semaine. Et donc, les cardiologues ont ouvert 17 lits maintenant de cardiologie, de 17 lits de Covid, on va dire non graves. Et dans ces 17 lits, on a même fait une unité de soins intensifs Covid. Donc, c'est le retour d'expérience que je partage en fait avec nos jeunes cardiologues, puisqu'on fait des trinômes et que la première semaine a été ouverte donc, par nos plus jeunes cardiologues, hein, notre jeune PH Pierre Saucier, qui est rythmologue, qui s'investit aussi au CNCH, et puis notre assistante Katerina. Donc, je vais un petit rappel épidémiologique. Vous savez que c'est une maladie très contagieuse. Un malade transmet environ 2 à 3 personnes, avec parfois beaucoup plus. On parle de supercontaminateurs où il peut y avoir 100 personnes. Que dans 80% des cas, c'est bénin, 14% de forme sévère, 5% grave avec réanimation. Eric en a parlé. Il faut globalement un ratio de 3 à 4 lits Covid non grave pour 1 lit de soins critiques. Et on voit actuellement qu'il y a beaucoup de patients en fait, qui justifient des soins critiques. La mortalité est corrélée avec l'âge, avec des données donc, du 13 mars qui sont évolutives, bien entendu. Globalement, elle est de l'ordre de 2,4 entre 60 à moins de 60 ans, 6,4 entre 70 et 80 et 13% au-dessus de 80 ans. Eric l'a bien dit, dès que les patients de 80 ans vont en réanimation, la mortalité est très élevée, voire 100%, alors qu'elle est aux alentours de 50% pour les autres. Beaucoup plus d'hommes touchés, 70% dans certains papiers. Les femmes sont plutôt préservées. Le point virologique, rapidement, c'est l'interaction avec le récepteur à l'enzyme de conversion 2, qui est identique avec le virus influencé ou le SARS-CoV-2. La PCR peut être négative, parfois dans 30% des cas si on regarde la littérature, surtout quand elle est faite de manière trop précoce. Et parfois, il y a des erreurs de prélèvement. On ne va pas jusqu'à l'épithélium nasopharyngé. Et puis, il faut se méfier peut-être des prélèvements qui ont été faits dans les drives prélèvements. Vous avez vu dans des voitures où, du coup, les prélèvements ne sont peut-être pas toujours de très bonne qualité. La transmission est par gouttelettes et contact. Le virus dure 4 à 6 heures en moyenne dans l'environnement. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les fenêtres. Je ne reviens pas sur la clinique, la fièvre, les frissons, la toux, l'anosmie, la gueusie, parfois un tableau digestif avec diarrhée, douleur abdominale, la douleur thoracique, tous ces tableaux qu'on voit actuellement. Les signes biologiques, on insiste sur l'hypokaliémie qui est fréquente. Donc, il faudra probablement substituer nos malades parce que quand on leur donne en plus du plaquenil et de la robamécine, il faut faire attention. La lymphopénie, l'hypocalcémie, la CRP qui n'est pas très élevée au départ, qui peut monter à beaucoup par la suite. Et là, il faut suspecter une surinfection bactérienne avec la PCT à ce moment-là qui devient positive alors qu'elle est négative au début. LDH, CPK qui sont augmentés, les D-dimères bien entendu qui sont positifs et la baisse du TP et se méfier des patients sous AVK où on peut avoir des surdosages. On a eu au début un INR qui est monté à 8 parce qu'effectivement, on n'avait pas baissé la dose d'AVK ou on ne l'avait pas arrêté. On pourra en reparler puisque des recommandations viennent d'arriver hier. Le scanner low dose pour nous, sans injection, pour aider pour le tri. Bien entendu, avec injection, si les malades s'aggravent, notamment en réanimation, pour penser à l'embolie pulmonaire. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des faux positifs en cas d'œdème pulmonaire. Et il peut y avoir un scanner normal aussi au début chez des patients qui sont vraiment Covid+. La logistique, c'est très important de bien comprendre la situation du problème. Pour ceux qui l'ont vécu lourdement, comme l'Alsace et Paris, c'est une véritable pandémie. Il n'y a pas eu d'anticipation, on le sait bien, avec des problèmes d'approvisionnement, notamment sur les masques, voire même les casaques. Certains pharmaciens vont vous dire « j'ai plus de casaques ». Des problèmes d'approvisionnement, c'est un vrai problème politique, d'épargne du matériel et de flexibilité, et puis des problèmes aussi de médicaments, avec des difficultés pour avoir des curares. C'est des patients qui sont très curarisés pour être ventilés. Des difficultés d'approvisionnement pour la rovamicine, pour le plaquenil, de personnel aussi, parfois qui peut tomber malade. Donc tout ça, il faut anticiper. On a eu des petits soucis qui se sont réglés progressivement. Solliciter aussi les industriels autour de vous, les partenaires,
Carrefour a livré des Kazakhs ou des choses de peinture. Les usines de parfums à Chartres, LVMH, a fabriqué du gel hydroalcoolique et donc nous en a fourni. Donc tout ça est important pour anticiper si le virus n'est pas encore arrivé dans vos régions. Il faut vraiment mettre en place des circuits donc distinguo, dédiés et Covid, c'est très important. Eric l'a bien expliqué. Le passage se fait par les urgences avec un pré-tri, avec le prélèvement. Et on a des circuits donc dédiés. On a une maison médicale de garde avec des collègues médecins généralistes, voire spécialistes libéraux, qui gèrent entièrement actuellement cette maison médicale de garde qui ouvre de 8h à minuit, tous les jours, 7 jours sur 7. Et on peut remercier quand même les libéraux qui se sont aussi retroussés les manches dans certaines régions. On a bien entendu une unité d'accueil Covid à Chartres et non Covid, un soin critique qui est à côté de l'unité d'accueil qui a été regroupé, entièrement Covid au rez-de-chaussée, et on a quasiment multiplié par 2, 2,5 le nombre de lits de réanimation, actuellement à 32 lits, essentiellement Covid. On essaie de solliciter les cliniques pour ouvrir des réanimations non Covid ou Covid. Ce n'est pas toujours facile. C'est vrai que c'est très dépendant des acteurs, en sachant que l'idéal est probablement de tripler le nombre de places de réanimation par rapport au nombre de lits Covid. À Chartres, actuellement, on a tout un étage plus un demi-étage dédié Covid, donc c'est 90 lits. On a ouvert donc en cardio 17 lits, je vous l'ai dit tout à l'heure, dont 3 à 4 lits actuellement d'USIC Covid. Et on a gardé le 4e étage qui est non Covid, avec effectivement une USIC. Et on accueille donc l'UNV dans notre USIC. On a mutualisé donc l'USIC et l'UNV non Covid. L'entrée, une fois que le patient a été vu par les urgences, il n'y a qu'un seul médecin, donc Covid, qui va voir le patient pour éviter effectivement les risques de contamination. Équipe médicale et paramédicale, globalement, c'est beaucoup plus lourd pour les unités Covid. Il faut doubler les effectifs. Donc, nous, c'est un binôme infirmière-aide-soignante, soit en 12 heures, soit en 3-8. C'est vrai qu'il y a des négociations avec le personnel, avec un médecin senior pour 5 à 6 lits. Donc, globalement, pour 17 lits, on met 3 médecins en permanence et ils tournent la semaine sur 7 jours. Et ils font 8h, 20h, ils assurent toutes les CV. Et il y a une astreinte opérationnelle dédiée pour le médecin Covid en plus pour gérer cette unité. Et on les met off après pendant 48 heures ou 72 heures pour récupérer. Donc, il y a besoin d'installer un cadre routinier qui soit rassurant avec un planning médical effectué donc, pour 1 mois avec cette astreinte et d'informer bien entendu le soignant. Il y a la prise en charge individuelle psychologique qui est important. Il faut communiquer, rassurer, déstresser effectivement nos soignants parce qu'il y a un vrai stress. Donc, il y a des choses qui sont mises en place avec du soutien, des séances d'hypnose, du yoga. On leur apporte des viennoiseries. On a mis à disposition la télévision et le Wi-Fi gratuit pour les patients. Et puis, il faut évoquer aussi sans tabou l'âge des soignants et le niveau de risque. C'est vrai aussi pour les médecins. Les jeunes ont des symptômes moins graves que les plus vieux. Et on peut effectivement évoquer ça sans tabou. Le risque de contamination, il est proportionnel à l'exposition. Alors, l'équipe paramédicale, par définition, et parfois les aides-soignantes, parce que quand il y a des patients âgés qui ont des problèmes ou qui sont incontinents, il faut changer les draps, etc. Il faut bien expliquer ça, effectivement, pour peut-être passer, si j'ose dire, le moins de temps possible au contact du patient, en créant un groupe solidaire et soudé. On fait bien entendu des staffs quotidiens, voire biquotidiens, avec l'ensemble de l'équipe. Les médecins qui ne sont pas dans l'unité Covid, on a une conférence call tous les jours par Skype et puis on a des groupes WhatsApp cardio soignants pour développer la communication. L'habillage, donc on va passer rapidement. Vous avez vu les protocoles selon les divers établissements. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube qui sont bien faites. Il faut anticiper et faire les formations avant avec éventuellement des procédures affichées sur la porte pour pouvoir faire l'habillage en autocontrôle. Et encore une fois, ça dépend parfois des réserves logistiques. Les Kazakhs ont été modifiés la semaine dernière parce qu'il n'y avait plus les Kazakhs initialement qui surprotégeaient. Il y en a eu d'autres. Ce n'est pas tout à fait les mêmes protocoles. Donc, il faut anticiper ça. Les soignants au contact des fluides doivent avoir une protection totale, visière, lunettes, en plus de, bien entendu, la casaque, les doubles gants. La protection respiratoire elle est très importante quand les patients sont sous oxygène parce qu'il y a des risques de diffusion et de nébulisation.
Donc, soit un masque chirurgical pour les soignants et les malades, soit le masque FFP2 systématique dès qu'on est dans la sphère ORL, et surtout si les patients ne supportent pas leur masque parce qu'ils ont de l'oxygène. Il faut faire attention à ça, et des patients qui enlèvent leur masque. Les masques chirurgicaux doivent être réservés aux patients, si possible à élastique parce que c'est plus facile à enlever. Et là, encore une fois, la probabilité de contamination est proportionnelle au temps d'exposition, d'où motiver l'équipe à optimiser le temps en chambre. L'organisation globale, essayer de faire tous les soins autour des repas, matin, midi et soir. Un seul soignant reste hors de la chambre pour donner le matériel. Les transmissions se font matin, midi et soir avec des binômes des 5 ou 6 lits qui sont gérés par médecins et infirmières, et éviter les expositions non indispensables. On avait la chance d'utiliser donc l'ancienne unité d'hôpital de semaine, où on a tous les patients qui peuvent être sous télémétrie avec parfois des scopes aussi, et on surveille les patients effectivement, la SAT, le QT, l'électrocardiogramme, donc par la télémétrie, avec bien entendu un ECG initialement qui est fait pour les patients pour surveiller notamment le QT. Mais on ne refait pas des électros, on surveille le QT par télémétrie. On a un échographe dédié, surtout une tablette écho qui est plus facile à nettoyer, type Lumify, pour éventuellement, s'il y a besoin d'aller faire une écho. On a drainé un péricarde la semaine dernière dans cette unité-là chez un patient qui initialement était très suspect de Covid. Téléphoner avec les patients pour communiquer. Il y a des tablettes qui ont été mises à disposition pour les patients pour communiquer. L'agglomération métropole a donné des tablettes. Il faut effectivement limiter les soins qui ne sont pas nécessaires et limiter aussi nos prises de sang quand ce n'est pas nécessaire, peut-être une prise de sang toutes les 48 heures quand on le peut. Statut réanimatoire du patient, donc ça c'était très important. Dès que le patient arrive dans l'unité, on essaie de savoir effectivement le statut réanimatoire ou non. C'est fondamental parce que ces unités Covid non graves, c'est avant tout un avant-poste de la réanimation, avec donc les 3 possibilités: patient réanimatoire, patient NTBR, poursuite des soins actifs, mais ce patient-là ne sera pas intubé, et puis des patients pour lesquels on arrête les thérapeutiques actives, les procédures LATA, plus difficiles, comme le disait Eric, notamment chez les jeunes, à accepter ce genre de choses. Aggravation brutale des malades n'est pas toujours prévisible. On a intubé un jeune de 50 ans en 2 heures. Donc, c'est important d'anticiper et de faire des staffs quotidiens avec les soignants et les réanimateurs, notamment pour tous les patients qui ont déjà 3 litres d'oxygène et qui commencent à avoir une saturation inférieure à 94%. Il faut méfiance et il faut contacter les réanimateurs pour qu'ils soient au courant. L'idéal est de transférer le patient dans l'unité critique pour qu'il soit intubé avec toutes les précautions nécessaires en réanimation ou dans le lit d'échocage Covid pour éviter effectivement la diffusion au moment de l'intubation. Il y a des discussions éthiques qui vont bien entendu dépendre des moyens sur site. Combien reste-t-il de respirateurs dans votre établissement? S'il y en a beaucoup, vous avez une logique de réanimer comme d'habitude, si j'ose dire, en sachant qu'au-dessus de 80 ans, il y a quand même une mortalité très élevée. S'il y a une pénurie, on sera dans la logique de la greffe cardiaque qu'on connaît. Tous les patients ne pourront pas être greffés. Et si on écoute des vidéos alsaciennes, il y a des patients qui ont commencé à atteindre l'âge pivot, on va dire. On parlait de l'âge pivot des retraites qui n'étaient pas intubés parce qu'on ne pouvait pas les intuber parce qu'il n'y avait pas assez de respirateurs. D'où la politique de transfert des patients de réanimation ou de soins critiques vers les régions avant d'être touchés. L'ARS de la région Centre a mis un cut-off à 70%. Lorsque vous commencez à avoir 70% de taux d'occupation en réanimation, il faut anticiper, éventuellement transférer dans les réanimations actuellement qui sont plus calmes, notamment vers l'ouest de la France. Réflexion d'une unité, de créer une unité de soins continus de réa qui va s'ouvrir la semaine prochaine, qui est l'ancienne UNV pour la post-réa, pour des patients qui pourront peut-être être extubés au bout de 10-15 jours Covid et qui vont être encore un peu limites, qui vont avoir nécessité de ventilation type OptiFlow, pour en reparler, ou patients qui ont dû être trachéotomisés et qui pourraient être ventilés, on va dire, dans ces unités de post-réa pour libérer des lits en réanimation. Voilà la réflexion actuellement qu'on peut avoir. L'aspect psychologique, je vais aller vite, décision de limitation des soins, donc l'aide mobile de soins palliatifs, comité d'éthique. Les familles sont appelées une fois par jour, en créant une relation de confiance et de préparation éventuellement au pire si besoin. Aucune visite n'est autorisée, sauf pour les patients en fin de vie. Prescription anticipée de médicaments sédatifs et anxiolytiques, bien entendu, s'il y a un doute sur une évolution défavorable.
Alors, le premier temps de la visite de nos jeunes, c'était de savoir d'abord si le patient était vraiment Covid, parce qu'on n'a pas toujours le résultat de la PCR. On avait 30% d'erreurs avec des patients qui sont montés pour des œdèmes pulmonaires ou des pneumopathies ou d'exacerbation de BPCO. C'était il y a 15 jours, hein. Les choses n'étaient pas encore rodées parfaitement. Que faire de mon patient en attente de résultats? La PCR, on ne l'a pas actuellement, nous, à Chartres, donc on l'envoie à Orléans et il faut à peu près, on va dire, 36 à 48 heures pour avoir le résultat. On doit avoir un module, mais qui doit arriver dans 10 jours hein, pour faire de la biologie moléculaire. Et donc, effectivement, il faut se poser la question en fonction de l'état du patient, si le patient peut rentrer chez lui, s'il n'est pas dépendant d'oxygène, s'il n'est pas fébrile, et le réévaluer. Et enfin, que faire de mon patient Covid-? Il rentre chez lui si possible, et sinon, on le met rapidement dans une zone non Covid pour éviter le risque de transmission. Si le patient est Covid+, il est monodéfaillant respiratoire entre 1 et 3 litres le plus souvent. S'il se dégrade, on évoque l'embolie pulmonaire, la surinfection bactérienne ou la progression du virus. Aggravation des symptômes, on l'a vécu entre J7 et J10. Donc, bien avoir une idée du J0 quand les patients arrivent dans l'unité, c'est important, et de le noter tous les jours. Les critères de gravité, on les connaît, l'oxygène qui augmente, la fréquence respiratoire, le tirage respiratoire, l'essoufflement. C'est beaucoup plus important que le stéthoscope qui devient presque inutile et qui est à ce stade-là, et les patients dont la fièvre monte. Et il faut appeler de manière précocement le réanimateur pour bien anticiper les choses. C'est fondamental parce qu'on a des patients qui s'étouffent en 1 ou 2 heures. Donc, ça peut aller très vite. Le traitement, il est symptomatique. Éviter l'aggravation, donc c'est un traitement antibiotique. Nous, on avait un protocole effectivement institutionnel de roséfine et de rofamicine. L'anticoagulation préventive, bien entendu, et la supplémentation en potassium, c'est important. L'hydrochloroquine, azithromycine, donc le protocole du professeur Raoul, qu'on a mis en place, même s'il est débattu et qu'il y a des risques d'effets secondaires. On apprécie la balance risque-patient. On respecte donc là le consensus de l'HAS où on fait signer pour l'instant le patient avec consentement éclairé, mais beaucoup de nos patients qui sont stables, on va dire, et plutôt de moins de 75 ans ont le protocole de Raoul et on surveille le QT et la glycémie. Et les polynucléaires, parce qu'on a eu quand même un cas d'agranulocytose en 48 heures avec des neutropénies qui étaient passées à 400 et qui sont totalement normalisées 48 heures après l'arrêt du plaquenil. Donc, il faut surveiller la numération tous les 3 jours pour surveiller cette aggravation qui peut être liée au plaquenil, en sachant que la neutropénie arrive aussi dans le virus. Mais si on voit tout d'un coup qu'il y a une aggravation très brutale, c'est peut-être un effet secondaire du plaquenil, et se méfier des hypoglycémies profondes chez les patients diabétiques. Et enfin, la sortie, on privilégie le retour à domicile, bien entendu. On en fait sortir 3 ou 4 quand même par jour, avec des DMS qui sont parfois de l'ordre de 3 à 5 jours, hein, s'ils n'ont plus de fièvre et plus besoin d'oxygène. Et on les prévient pour le J7, J10. On crée du SSR Covid. Ils rentrent à domicile parce que l'habitation, a priori, est contaminée. Ils ont dû contaminer leur conjoint parce que les symptômes ont été transmis 7 jours avant. Il faut prévenir du risque de réaggravation en appelant les consignes d'appeler le 15. Et puis, on a cette cellule de rappel qui a mis en place l'AP Covidome avec des médecins libéraux qui aident aussi et qui appellent des centaines de patients par jour pour savoir comment ils vont et s'ils n'ont pas d'essoufflement avec les consignes habituelles. C'est important, cette cellule de soutien pour les patients qui sont rentrés chez eux et qui sont malades pour gérer aussi les inquiétudes. Et donc, la sortie se fait si les patients ne sont plus dépendants d'oxygène depuis 24 heures, s'ils sont apérétiques depuis 24 heures, et on ne fait pas de sortie à J7. Voilà, donc merci à tous et protégez-vous bien. Et surtout, pour ceux qui ne sont pas soignants, il faut rester chez soi. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran pour laisser la parole à Walid. Voilà. Une question va apparaître pour l'audience. Et puis après, nous passerons à… Alors, la question, c'est pourquoi en un seul mot, la mortalité est-elle plus faible en Allemagne? Réponse A, discipline plus stricte. Réponse 2, plus de réserve de masques. 3, hygiène plus stricte des Allemands. Et 4, plus de lits de réanimation, 30 000 versus 5 000 en France. Donc, vous cliquez et vous faites soumettre. Et le temps que cette question disparaisse. Alors, dans cette deuxième partie, donc c'est la partie questions-réponses. Alors, je demande aux orateurs d'essayer d'avoir des réponses courtes. Une question, 30 secondes, maximum 1 minute de réponse.
J'ai vu passer plusieurs questions de l'audience. Il y avait notamment, on me demandait les outils que vous utilisez aux urgences. Eric, est-ce que vous utilisez de l'écho pulmonaire, par exemple? Première Oui, question. alors on va faire bref. Oui, on utilise l'écho pulmonaire, très utile. On utilise également l'écho cardiaque. Je rappelle, on en profitera peu, qu'il y a pas mal, quand je dis pas mal, il y a beaucoup de cas d'embolie pulmonaire. Donc l'écho cœur a une grande importance aux urgences. D'accord. Sur les modes de ventilation, on en a un petit peu dit un mot. Qu'est-ce que tu penses de l'Optiflow, par exemple? Alors l'Optiflow, oui, pas forcément aux urgences. En réanimation, en réalité de soins continus, oui. Aux urgences, on n'utilise surtout pas de VNI, je précise, pas de VNI. Il faut privilégier la CPAP. Alors pourquoi pas de VNI? Parce que de toute façon, on a une dispersion des gouttelettes qui augmente le risque de transmission. Donc même avec des protections, la VNI est quand même déconseillée. Il vaut mieux protéger alors avec un masque une CPAP ou intuber le patient. Question pour Franck. Est-ce qu'il y a plusieurs essais en cours évaluant l'hydroxychloroquine, mais également plusieurs autres médicaments? On m'a posé la question sur l'ivermectine, voilà, notamment dans les traitements. Est-ce que vous participez à ces essais? Est-ce qu'on attend des résultats bientôt? Alors, il y a un bel essai qui vient d'ouvrir actuellement, qui est l'essai e-Covid, en fait, qui est piloté par le CHU d'Angers. Il y a actuellement 36 hôpitaux qui vont participer à cet essai, des CHU, mais aussi beaucoup de CH de mémoire. Il y a Versailles, il y a Le Mans, il y a un grand nombre de CH et des CH de Bretagne, qui est effectivement pour valider la théorie du professeur Raoul, avec des choses très simples, deux bras, chez des patients Covid+, qui ont un ou deux facteurs de gravité, plus de 75 ans, ou effectivement des patients avec des comorbidités. Et ces patients seront effectivement dans un bras hydroxychloroquine plus azithromycine ou un bras placebo, si j'ose dire. Il y a une Il y a d'autres question. essais, il y a d'autres essais qui est l'essai Discovery. On va en parler juste que c'est quand même l'essai européen. On a déjà fait une petite annonce là-dessus, qui est un grand essai donc européen, dont 800 patients vont être inclus en France. Les inclusions ont déjà commencé. Il y a eu un peu de mal au départ parce que les patients voulaient absolument l'hydrochloroquine, mais il a démarré. Et donc, on compare 5 stratégies, les soins classiques, le soin avec le remdesivir, un troisième bras avec le Calitra, un quatrième bras avec l'hydroxychloroquine et un autre bras avec l'interleukine ou l'interféron. Donc, on aura les essais, je pense, d'ici une quinzaine, des premiers résultats d'ici 15 jours à un mois. Question sur les complications cardiovasculaires des infections Covid. Bernard Livarec demande quid des péricardites et des myocardites? Et d'autre part, donc ça c'est la première question que je te demande. Et deuxième, comment gérer un SCA chez un patient Covid positif? On va partir sur le principe du syndrome coronaire aigu ST+. Alors, pour la première question, oui, il y a des complications. La première, moi, je trouve qu'on met en avant, c'est l'embolie pulmonaire. Et c'est vrai qu'il y a des recommandations qui viennent de sortir hier dans le groupe d'hémostase que je vous incite à lire. Il faut absolument faire de l'antibioprophylaxie type Lovenox 40, voire même chez des patients qui ont un syndrome inflammatoire majeur, doubler les doses, voire même pour certains faire de l'héparinothérapie à titre curatif. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour les patients qui sortent à domicile, pour éviter de mobiliser les infirmières à domicile, nous, on les met un peu de manière aléatoire sous Xarelto à faible dose 10 ou sous Eliquis 2,5 matin et soir pendant 15 jours quand ils sont à domicile. Pour les autres complications, péricardite, on n'a pas eu de cas. On a eu une tamponnade, mais qui finalement n'était pas un Covid. Et on a eu par contre une myocardite sévère chez un patient qui a fait un syndrome de détresse respiratoire, qui a été intubé ventilé, qui est parti en ECMO à la Salpêtrière. Actuellement, à la Salpé, je crois qu'ils ont plus d'une cinquantaine d'ECMO qui tournent avec des patients effectivement gravissimes, avec des tableaux aussi de myocardite sévère. Et il faut savoir que parfois, la myocardite peut être réversible aussi. Ça dure 48 à 72 heures, nous dit Alain Combe, et puis le ventricule gauche récupère. Est-ce que vous avez mis votre salle de cardiologie interventionnelle en pression neutre ou négative? Alors ça, c'est un gros débat. C'est vrai que la tendance actuellement est de la mettre en pression neutre et négative. Nous, notre clin au niveau de la région centre, c'est une pression qui est très discrètement positive. Et donc, ça n'a pas été fait pour l'instant à Chartres. J'ai bien vu les débats. J'ai vu aussi que le GACI recommandait la pression négative ou neutre.
Donc, on doit revoir les choses la semaine prochaine. On a une salle dédiée Covid, on a un scanner dédié Covid, on a donc une unité de soins intensifs dédiée Covid. Et quand on a un patient qui arrive en salle de choro très suspect de Covid, on est tous habillés avec des FFP2, un seul soignant dans la salle, un seul opérateur pour le patient très suspect de Covid. Qu'est-ce que vous faites des patients sous IEC ARA2, que ce soit des patients ou des soignants d'ailleurs, pour de l'hypertension par exemple? Alors, ça a été un débat aussi. La Société d'hypertension artérielle a fait des recommandations comme quoi il ne fallait pas arrêter le traitement par IEC et inhibiteur d'angiotensine. Donc, pour l'instant, les patients qui ont un traitement par IEC et inhibiteur d'angiotensine, on poursuit le traitement. Il y a une étude actuellement en cours sur même l'utilisation du losartan à faible dose qui est en cours, qui est randomisée, je crois, au Canada. Donc, pour l'instant, on n'a pas modifié effectivement ce traitement, sauf quand l'état clinique se dégrade. Et à ce moment-là, en fonction de l'hémodynamique, bien entendu, les ARTAN et les UEC sont alors interrompus, notamment en réanimation. Une question peut-être pour les questions difficiles pour Eric, c'est est-ce que finalement, ça a été évoqué dans le QCM, pourquoi il y aurait ces différences de mortalité entre pays, entre l'Allemagne et les pays du sud de l'Europe, entre la Chine et la France? Est-ce qu'on a une idée? Alors, on a une idée, on a un début d'explication parce que beaucoup défendent le fait qu'il y ait eu un dépistage plus large qui a été fait. Et il y a peut-être un parc de réanimation plus important en Allemagne. Et je rajouterais quand même que malheureusement, et on voit sur les courbes qui comparent les effets effectivement positifs sur la Singapour, la Corée et l'Allemagne, c'est des pays qui, on va dire, sont assez disciplinés quand on donne des mesures. Donc peut-être qu'une application stricte des mesures de confinement a été mieux réalisée dans ces pays-là pour avoir permis de contenir la maladie. On peut juste rajouter qu'effectivement, il y avait aussi beaucoup plus de masques disponibles en termes de réserve en Allemagne. Oui. Donc, du coup, ça a aidé au confinement et qu'on a beaucoup plus testé aussi les malades, notamment en Allemagne et en Corée. Et c'est peut-être actuellement une polémique en France. Faut-il tester plus de gens pour optimiser mieux les isolements des patients touchés? Oui. Sachant que l'OMS excuse-moi Walid, l'OMS vient de valider les tests de manière assez large. Donc maintenant, il n'y a plus vraiment de discussion sur ce thème-là. Dans le monde idéal, si on avait des tests, plus de tests et également les sérologies qui vont arriver, tu verrais ça comment évoluer le dépistage des patients, soit qui viendraient aux urgences ou éventuellement un dépistage beaucoup plus large. Ce serait des sérologies, ce serait toujours des tests PCR? Alors, je dirais en pratico-pratique, pour ma part, la PCR et notamment avec des tests rapides reste toujours un moyen utile pour le tri. Pour parler vraiment de la vraie vie, dans les patients quand ils arrivent, on a le scanner très rapidement qui est largement discriminant, mais vraiment qui nous donne des images de manière extrêmement positive avec des degrés de sévérité, et la PCR arrive avec retard. En termes de flux, de gestion de flux, le scanner est quand même bien plus discriminant. Attendre la PCR, en pratique, on a 24-48 heures de délai. En attendant que je vais vous demander sur la prophylaxie thromboembolique à Franck, le temps que tu réfléchis, je vais répondre à deux questions concernant les troubles du rythme. On me demande, patient sous antiarythmique et QT corrigé, que faire? Donc, bien entendu, il y a des médicaments qui allongent le QT comme la myodarone et le sotalol. S'ils vont allonger le QT, on va devoir faire attention aux co-médications. Et puis, on me demande, est-ce que les tachycardies supraventriculaires risquent de s'aggraver ou récidiver chez les patients Covid positifs? Je pense que oui, bien entendu, comme dans n'importe quelle infection aiguë, il y a un peu plus de risque de récidive. Alors, je t'avais laissé le temps de répondre. Quel est votre protocole ou que sont, est-ce qu'il y a des recommandations? Il me semble qu'il y en a d'ailleurs. Tu en as dit un mot. Oui, les recommandations sont arrivées hier après-midi, donc je vous invite à les lire. C'est le groupe GIHP avec thrombose qu'on connaît bien le 3 avril. Premièrement, évaluer le risque de thrombose surajouté au Covid. Alors, on les connaît, les patients qui ont des cancers, des antécédents thromboemboliques, l'alitement prolongé, l'âge de plus de 70 ans, la pilule plus le tabac. Il y a 4 niveaux, faible, modéré, élevé, très élevé. L'IMC, plus de 30 kg par mètre carré.
très élevés, notamment les syndromes inflammatoires majeurs, d'où la surveillance du fibrinogène et des dédimères. Quand les dédimères commencent à beaucoup monter, supérieurs à 3000, fibrinogène supérieur à 8 grammes, certains centres utilisent l'énoxaparine 40 fois 2, voire même à dose curative, sans unité kilo, par 12 heures en sous-cutané chez ces patients à très haut risque embolique. Les patients sous anticoagulants et qui sont hospitalisés, ils préconisent le relais des AVK ou des AOD par du Lovenox à dose curative. Il n'y a pas d'antidissat de contrôle à faire. Et le retour à domicile, on pourrait utiliser de l'AOD à faible dose, comme en prophylaxie d'une prothèse de hanche ou une prothèse de genou. C'est sorti hier, vous pouvez les télécharger sur le site. Est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour éventuellement… On me pose la question, je n'ai pas la réponse sur le traitement prophylaxique. Alors, je pense qu'il pense à l'hydroxychloroquine. Qu'en pense Eric? Alors là, c'est une question vache. Donc, là, c'est vraiment une question vache. Honnêtement, je vais… l'ensemble de mes collègues, on a cette discussion en permanence et de manière quotidienne. On n'a malheureusement pas suffisamment de données pour pouvoir conclure qu'il faudrait le faire de manière assez large. Donc, on est assez cartésien normalement dans le raisonnement, on ne le recommanderait pas. Quand on écoute nos collègues réanimateurs, ils le proposeraient pour des cas vraiment, on va dire, difficiles, dramatiques. On arrive à comprendre que certains seraient tentés de le faire. Nous, pour l'instant, on ne le préconise pas sur la hydroxychloroquine. D'accord. Le docteur Livarec te demande, Franck, est-ce que tu relais tes AOD chez le patient qui est déjà sous AOD et qui rentre pour une infection Covid? Est-ce que tu lui laisses finalement son AOD pour éviter les soins? Alors, jusqu'à présent, on n'avait pas encore les recommandations d'hier. Donc, tous les patients qui étaient dans l'unité Covid non grave, déjà sous AOD, par exemple, pour une fibrillation auriculaire paroxystique, on a laissé le traitement AOD et on n'a pas relayé. On a aussi laissé le traitement des AVK pour un patient notamment qui était dialysé sous AVK. Par contre, il faut surveiller bien l'INR parce que ce patient-là a eu un INR qui est monté à 6 72 heures après. Et donc, ça nous a servi d'expérience pour bien baisser la dose systématiquement de l'AVK quand on décide de ne pas l'arrêter et surveiller l'INR. Donc, tous ces patients qui n'ont pas de traitement antiviraux, si j'ose dire, et dans nos unités, nous, à part les antibiotiques, le plaquenil et la rofamicine, on n'utilise pas d'antiviraux. Pour l'instant, on a laissé nos patients sous AOD en traitement de fond qu'ils avaient déjà pour éviter les relais qui sont peut-être aussi dangereux finalement en termes de risque embolique. Eric, est-ce que vous avez déjà les tests de sérodiagnostic? Est-ce qu'on a une idée de quand est-ce qu'ils arriveront? Alors oui, on les a déjà et on les a mis en place. Pour vous dire, on a même commencé à tester des petits tests rapides au lit du patient. Rapide, on a eu quelques tests qu'on a mis en place. C'était très satisfaisant parce qu'on avait une orientation rapide pour ces patients-là. Donc on les a déjà. On va pouvoir essayer d'en développer d'autres pour essayer d'aller de plus en plus vite. On arrive bientôt à la fin. Je voudrais vous poser une question difficile. Comment vous envisagez la sortie du confinement? Je sais bien que ce sera essentiellement des décisions politiques, mais est-ce qu'on irait vers le port du masque dans la rue, vers un dépistage élargi? Le port du masque dans la rue, j'ai vu on estimait les besoins à 2 milliards de masques par semaine dans le monde. Donc, comment vous voyez les choses? Alors, je réponds au premier, si tu veux bien, Franck. Moi, je verrai plusieurs réponses. La première, oui, on est en train de préparer à cette sortie-là avec pas forcément des masques dans la rue. La deuxième, l'effet qui se coule qu'on craint, c'est qu'on pense que les patients actuellement graves sont déjà à l'hôpital, donc ils vont s'aggraver potentiellement. La deuxième chose qu'on craint, c'est les patients qui sont Covid négatifs, qui sont restés confinés chez eux, donc qui vont arriver, quand je dis qu'ils n'ont rien à voir, les AVC, les syndromes coronariens, les patients qui vont arriver, parce que maintenant, on ne les a pas eus, on n'a pas eu cette activité-là. Et la troisième point sur lequel plus, c'est que j'espère de cette expérience qu'on a connue, notamment en termes de dimensionnement capacitaire d'un hôpital, et on voit bien qu'une gestion des lits et des personnels est primordiale. Je pense qu'on a pu démontrer qu'on pouvait tenir la route sur une situation comme ça, et il faut qu'on en tire les leçons. Alors, pour rajouter, c'est sûr qu'il y a un avant-Covid et il y aura un après-Covid.
avec peut-être une crise économique. Et c'est vrai que le retour va être difficile. Le confinement, je pense qu'il va se faire progressivement, peut-être par région, parce qu'il y a des régions qui ont été plus touchées et de manière prématurée. Je ne sais pas quelles seront les règles. Et il y aura peut-être des sérologies à faire aussi, pour voir si les gens ont contacté le virus et sont donc immunisés. Et puis pour l'instant, le pic d'épidémie, on ne sait pas. Est-ce que ça va être le 15 avril? Certains groupes de conseils parisiens comme Boston Consulting Group évoquent que le retour à la normale, on va dire en termes de confinement, ne sera peut-être pas avant mi-juin, hein, sur des analystes européens et anglais qui bossent dans le groupe PCG. Ils parlent de mi-juin et sur un retour peut-être à la normale dans 6 mois, si on est pessimiste. Donc, je ne sais pas. Alors, on arrive à la fin. J'ai quelques messages à passer avant de passer la parole à Franck pour conclure. D'abord, vous remercier tous d'avoir été en ligne et d'avoir posé des questions. Je vous rappelle que sur le site du CNCH, cnch.fr, vous avez une page dédiée Covid sur laquelle vous avez les témoignages, notamment de nos collègues, et on va implémenter ces témoignages au fur et à mesure. C'était notre première webconférence sur ce sujet. Elle sera disponible également sur le site du CNCH et sur les différents supports médias. Il y aura un prochain webinaire dont Franck, tu vas apprendre en exclusivité qu'il est confirmé pour samedi prochain, 11 h, et on aura comme invité le professeur Ariel Cohen, comme président de la Société française de cardiologie, où on parlera d'organisation des soins en cardiologie suivant le statut Covid. Vous savez qu'il y avait eu il y a eu des recommandations américaines, ACC, mais également dans les différentes ARS, notamment sur l'ARS Île-de-France, une proposition de prise en charge. Et on posera donc la question à Ariel Cohen sur comment implémenter ces différentes pratiques avec dans ces textes ARS la participation de différents collègues, que ce soit du public, du privé, universitaire et non universitaire. Je note également que j'ai beaucoup aimé le côté collaboration des centres, que ce soit CH, CHU, privé, et que effectivement, Eric l'a bien expliqué, les appels vers les différents centres pour faire participer tout le monde. Donc, je passe la parole à Franck pour le dernier mot. Bien, merci en tout cas à tous, hein, Walid et Eric. Merci aussi à toute l'équipe social média qui est derrière. Donc, c'est Alexandrou et Émilie. C'est vrai que merci à toute la communauté de cardiologie, la SFC. Hein, j'ai eu Ariel Cohen souvent au téléphone cette semaine. Nos collègues libéraux qui aussi essaient de nous aider avec la télécardiologie en ville. Et puis tous les collègues du CNCH, les ESPIC et les hôpitaux militaires. Le deuxième webinaire, c'est samedi prochain à 11 h. On aura Ariel Cohen et Walid pour parler effectivement de la doctrine cardiologique sur le Covid et qui nous résume le papier avec la version 2 qui a été publiée la semaine dernière. Et puis, j'ai vu qu'on était très nombreux à participer, à une soixantaine, avec beaucoup de questions interactives. Et c'est vrai que ces échanges sont importants à partager avec tout le monde. Donc voilà, donc maintenant on va peut-être boire nous une Corona entre nous. Et puis merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.